Dans les années 90, on a eu la chute de l'URSS, l'élection de Jacques Chirac, la première Coupe du Monde pour la France et la fin du monopole d'EDF sur l'électricité. Ouais, en 99 pour les gros consommateurs. Et 10 ans plus tard, cette concurrence s'ouvre à nous tous, particuliers, avec une belle promesse de prix qui baisse. Malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que le système mis en place arrive à bout et que les fournisseurs tombent les uns après les autres. Et on vous explique pourquoi, c'est parti. Et pour ça, on va répondre à quelques questions. Et la première, c'est quel est le rôle d'un fournisseur? Faut bien comprendre qu'un fournisseur d'électricité, il fait pas grand chose de concret. Il achète de l'énergie, il la revend à ses clients et il dégage une marge. En gros, si vous êtes amateur de FIFA Ultimate Team, il fait de l'achat-revente. C'est aussi le point de contact entre le consommateur et les acteurs du marché. L'État, le fournisseur, le distributeur et les producteurs. Quand vous payez votre facture au fournisseur, lui derrière, il la divise en 3 et il répartit un tiers pour l'État, un tiers pour le distributeur et avec son propre tiers, il va rémunérer le producteur. Mais alors justement, où le fournisseur achète-t-il son électricité? Le fournisseur va acheter de l'électricité à un producteur avant de la revendre à ses clients. Pour acheter de l'électricité, ils peuvent se tourner vers l'ARENH, qui est en fait un accès pour qu'ils puissent acheter de l'électricité nucléaire à bas prix. C'est une spécificité française sur laquelle nous reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. Ou ils se tournent vers des producteurs, soit avec lesquels ils passent un contrat direct, soit sur le marché de gros européen. Dans les deux cas, le prix reste le même. Et c'est justement ce marché qui pose problème aujourd'hui. On vous explique comment ça fonctionne. Alors, tout d'abord, il faut savoir que l'électricité, on ne sait pas la stocker à grande échelle. Il va donc être essentiel d'avoir une production qui est toujours égale à la consommation de la population à l'instant T. Prenons une consommation égale à 100 unités. Si on a une production qui égale, elle, à 110 unités, on va simplement avoir une perte de 10 unités. C'est du gâchis. Si par contre, on a une consommation égale à 100 unités, mais une production égale à 90, on se rend bien compte qu'il n'y en a pas assez. Conséquence, des coupures de courant. On va donc allumer juste assez de centrales pour produire juste assez d'électricité. Et pour savoir quelle centrale allumer et dans quel ordre, il y a une règle qui permet de tout établir, le merit order. En gros, on va d'abord allumer les centrales dont la production d'électricité est la moins chère pour finir par les centrales dont la production d'électricité est la plus chère. C'est une hiérarchisation par les prix. Le RTE, c'est l'organisme qui est responsable de gérer tout ça en France. Concrètement, il va d'abord allumer les énergies renouvelables qui coûtent pas grand chose, puis le nucléaire, pareil, et enfin le fossile qui lui est bien plus cher. La règle dit que le prix de l'électricité est égal au coût de production de la dernière centrale allumée. J'ai bien dit le prix de toute l'énergie sera aligné sur le prix de production de la dernière centrale allumée, soit la plus chère. Ainsi, même si on produit en très grande majorité du nucléaire et du renouvelable, pour peu qu'on utilise du fossile, tous les prix s'alignent dessus. Et donc, pourquoi le prix de l'électricité augmente-t-il autant? Cet hiver, pas de bol. On a eu pas mal d'éléments défavorables qui ont diminué la production d'électricité éolienne et nucléaire. Par conséquent, pas d'autre choix que de recourir à un peu plus de fossiles. Et l'électricité fossile, en ce moment, c'est beaucoup de gaz. Et le gaz, justement, il connaît des prix records, plus hauts que jamais. En effet, il se raréfie. La demande a explosé suite à la reprise post-Covid. Et notre gaz, justement, il vient principalement de Russie. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, les relations avec Poutine, c'est pas vraiment au beau fixe. Autant vous dire que lui, il se fait un malin plaisir d'utiliser le gaz comme un bon poids géopolitique. Et donc, si vous avez suivi le raisonnement jusqu'ici, on a le gaz qui a des prix plus hauts que jamais, le prix de toute l'électricité est égal au coût de production de la dernière centrale allumée, et en ce moment, la dernière centrale allumée, c'est une centrale de gaz. Bah voilà, vous avez compris pourquoi l'électricité a des prix qui explosent. Et donc maintenant, pourquoi les fournisseurs se cassent la gueule? Prenons par exemple un fournisseur qu'on va appeler Elec Pas Cher. Elec Pas Cher souscrit un client en mars 2021.
À ce moment-là, il achète son électricité 40 € de l'unité. Il fait une offre à son client et lui fait payer 150 € de l'unité. Et on se souvient de la répartition de la facture d'électricité. Le fournisseur n'en garde qu'un tiers, soit ici un tiers de 150 €, 50 €. L'activité reste rentable de 10 €. Puis les prix augmentent. Si bien qu'en décembre, Elec pas cher se retrouve à acheter son électricité 300 € l'unité. Vous comprenez bien qu'avec son offre à 150 €, c'est vraiment pas rentable. Ils perdent 250 € par unité. Elec pas cher pourrait toujours faire monter un petit peu les prix de ses clients pour tenter de compenser la hausse du marché. Sauf que là, pour rester à l'équilibre, il faudrait que la hausse soit massive, à tel point qu'il se ferait simplement poursuivre pour pratique abusive. Il reste fatalement à perte. Et arrive le jour où Elec pas cher doit fermer. Aujourd'hui, la plupart des fournisseurs proposent des prix entre 150 et 300 € par unité. Et c'est très tendu pour eux. Et donc, comment les fournisseurs peuvent survivre? Pour l'instant, plusieurs solutions ont été tentées. Certains ont bien essayé d'augmenter les prix de leurs offres pour tenter de compenser les prix de ce marché qui explose. Mais ça leur a causé des soucis juridiques. C'est le cas par exemple de Mint ou Equator pour ne citer que. D'autres ont été un peu plus prévoyants et ont acheté beaucoup d'électricité à une époque où elle était moins chère. Ils ont donc pas trop ressenti la hausse des prix à la fin de l'année. Certaines entreprises n'augmentent pas leurs prix et sont pour l'instant à perte. Elles comptent en fait sur leur trésorerie pour tenter de jouer la montre et laisser passer l'orage, le temps de retourner dans une période un peu plus saine. Mais les tensions avec la Russie étant loin d'être apaisées, ça risque de durer encore longtemps. Enfin, certains fournisseurs sont en fait des filiales de multinationales bien plus grosses. Total Energy, par exemple, je pense pas qu'ils comptent sur leur filiale de fournisseurs d'énergie pour assurer la santé économique de l'entreprise. Total a d'autres activités beaucoup plus rentables qui lui permettent de laisser passer cette crise 14 milliards de fois plus sereinement. En ce moment, l'État donne tout pour ne pas que cette hausse des prix se ressente trop dans la facture des Français. Surtout à quelques semaines d'une élection présidentielle, ça ferait mauvais genre. Mais c'est une politique court-termiste et il n'y a pas de repas gratuit. L'addition va devoir être payée par le contribuable un jour ou l'autre. La vraie seule solution à long terme, ça serait que le prix de l'électricité baisse. Mais comment faire ? On remarque donc que pour se sortir de ce bordel, il faut impérativement que le prix du gaz diminue ou qu'on n'en ait plus besoin du tout. Donc pour ça, on peut diminuer notre consommation d'énergie. Pas à court terme. Augmenter la production d'électricité renouvelable. Pas à court terme. Garder une part de nucléaire pour combler les intermittences du renouvelable. Pas à court terme. Pouvoir stocker l'énergie pour ensuite la répartir. Pas à court terme. L'exploitation du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne. Pas à court terme. Ouais. C'est la merde. Donc, pour résumer, notre système énergétique fait qu'on a toujours une dépendance aux énergies fossiles et notamment au gaz. En ce moment, le prix du gaz est plus haut que jamais. Et la réglementation européenne nous dit que le prix de toute l'électricité est égal au coût de production de la dernière centrale allumée. En l'occurrence, de gaz. Les fournisseurs se retrouvent donc avec une activité à perte, ce qui entraîne leur fermeture successive. Si vous êtes chez un de ces fournisseurs et qu'il ferme, on va simplement vous rediriger automatiquement vers le tarif réglementé d'EDF. On ne va pas vous couper le courant. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Calmez-vous madame, ça va bien se passer. Nul ne peut prédire quand cette crise se terminera. Toujours est-il qu'on est à peu près sûr qu'elle va durer encore un peu de temps. Et cette crise couplée à la guerre en Ukraine semble avoir accéléré la volonté des pays à sortir de cette dépendance au gaz. Et ça, c'est une bonne nouvelle, surtout pour la planète. Car n'oublions pas le principal, le gaz c'est chiant parce que c'est cher, mais c'est terrible parce que ça pollue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mais surtout que vous aurez compris pourquoi les fournisseurs ferment les uns après les autres. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, vous abonner et surtout à partager cette vidéo. Peut-être qu'à force, il y aura un impact. Allez, à bientôt dans un monde déjà meilleur.